Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur la chaîne où on va parler d'un sujet un petit peu différent de ce qu'on fait d'habitude puisqu'on va parler d'un des grands principes de la magie. Alors assez souvent, vous me posez la question pour connaître mon avis au sujet de la loi du triple retour. Alors c'est pas de ça dont on va parler aujourd'hui. Voilà, donc moi je suis la fille qui vous dit de quoi la vidéo ne va pas parler. C'est un concept. Attention, ce film n'est pas un film sur le cyclisme. Merci de votre compréhension. Mais on va parler d'un autre sujet, d'un autre grand principe sur lequel on me pose relativement peu de questions et je trouve ça regrettable parce que lui, pour le coup, c'est un principe que, j'affectionne beaucoup et que je trouve très intéressant. Donc aujourd'hui, on va parler du fameux mantra, les fameux 4 piliers de la pratique magique et de la pratique spirituelle en général: oser, vouloir, savoir, se taire, qui fait une phrase. Oser, vouloir, savoir, se taire, que je trouve assez intéressante, mais on va y revenir. Alors, ce principe est apparu pour la première fois dans les textes, contemporains, dans un ouvrage de Franz Bardon qui s'appelle, Le chemin de la véritable initiation magique. Si jamais vous vous posez la question, il est paru en 1956 aux éditions Alexandre Moriesson. Alors c'est un bouquin qui est toujours trouvable, mais je crois qu'en français, il est un petit peu délicat à trouver. Cela dit, il est tout à fait abordable, en anglais. Alors il se trouve en piraté, mais ne le faites pas. On respecte les libraires, on respecte les bibliothécaires, cœur sur vous les artisans du livre, on vous aime fort. Bref, je vous lis donc le passage dans lequel ce principe apparaît. Savoir, vouloir, oser, se taire, bon, c'est pas le même ordre que moi, mais on va lui laisser le bénéfice du doute. Tels sont les 4 piliers du temple de Salomon. Ils symbolisent les 4 fondements du microcosme et du macrocosme sur lesquels s'érige aussi cette sainte science qu'est la magie. Ils correspondent chacun à l'un des 4 éléments et constituent les qualités essentielles que le mage doit acquérir s'il souhaite atteindre le sommet de cette science. Alors, ce sont des verbes, oui, parce que je vous apprends rien, que oser, vouloir, savoir et se taire sont des verbes, ça commence vraiment très bien. Je suis fatiguée, ne l'oubliez jamais, hein, n'est-ce pas? Toi-même tu sais. Et ce sont des verbes donc, qui sont utilisés pour donc établir une sorte de ligne de conduite du parfait sorcier slash occultiste slash mage slash etc etc que l'on retrouve en fait dans pas mal d'ouvrages magiques, en particulier dans les années 50 à 70. C'est quelque chose qui s'est un petit peu plus perdu dans la période un peu plus récente, mais c'est quand même un grand principe que l'on retrouve assez fréquemment. Alors c'est quelque chose qu'on retrouve à peu près au même rangé sur le même plan que la fameuse loi du triple retour, hein, donc vous savez, hein, tout ce que tu fais te reviendra par 3 fois, ou la fameuse règle Wiccan, ne cause point de tort et fais ce que voudra, ou encore le fameux principe attribué à Hermès Trismégiste, donc tout ce qui est en haut est comme ce qui est en bas. Bref, on a pas mal de choses qui se retrouvent là-dedans. Donc c'est une sorte de référence à laquelle on colle. Généralement quand on s'intéresse un tant soit peu à la pratique magique et en particulier à l'histoire donc de cette pratique magique, en particulier à son histoire contemporaine, on n'a globalement pas vraiment pu passer à côté de ce fameux mantra, même si on n'y adhère pas forcément. Mais ces préceptes, ils sont quand même intéressants parce qu'on va voir qu'effectivement, on peut y trouver pas mal de choses qui peuvent nous être très utiles si on veut se construire une pratique quotidienne et surtout une discipline. Parce que mine de rien, quand on rentre dans un système spirituel quel qu'il soit, c'est plutôt pas mal d'avoir une ligne directrice à laquelle se raccrocher et à laquelle se plier quand on a quelques petits doutes. Évidemment, il va falloir saisir leur message correctement. Alors comme vous le voyez, effectivement, l'ordre dans lequel j'ai choisi, moi, d'utiliser ces 4 verbes n'est pas le même que celui de Franz Bardon. Il y a une raison, donc je vous le disais tout à l'heure. Alors, c'est celui qui me parle le plus, déjà. Tout simplement parce que, comme je vous l'ai dit, ça constitue une phrase. Oser vouloir, savoir se taire. Je trouve qu'ils vont bien ensemble comme ça. On a cette idée il faut oser vouloir et il faut aussi savoir se taire. Mais également parce que je trouve qu'ils opèrent une gradation que je trouve intéressante. Le premier pas, c'est donc d'oser, de se lancer, de franchir la barrière de peur, de scepticisme, d'incrédulité qu'on peut avoir. Ensuite, vouloir, donc une fois qu'on a
oser franchir le pas, eh bien on s'affirme et on avance. Savoir, ensuite, on va expérimenter, on va apprendre, approfondir et se taire enfin, puisque une fois qu'on a fait tout ça, eh bien on va le garder pour soi. Donc voilà, j'aime bien cette idée-là. Et moi, je fonctionne comme ça, en fait, hein, pour tout. Il faut d'abord que je me fasse confiance, donc que j'ose. Ensuite, que je projette mon désir, donc vouloir. Ensuite, que je fasse des recherches, savoir. Et enfin, que je lâche prise, donc se taire. Voilà la raison pour laquelle j'ai changé l'ordre. Après, libre à vous de voir dans quel ordre vous voulez le faire. On va revenir donc sur ces 4 verbes, donc dans cet ordre-là. Après, libre à vous encore une fois d'en changer l'ordre si vous le voulez. Et on va donc commencer tout naturellement avec oser. Alors oser pour moi c'est la première étape. C'est par là qu'on commence. C'est donc accepter, je vous l'ai dit tout à l'heure, de se faire confiance, de laisser les peurs et les doutes de côté, de s'affranchir de certaines craintes et de faire le premier pas en fait. Si vous voulez, on se lève du canapé et on se dit j'y vais. Alors je trouve personnellement que c'est probablement l'étape la plus difficile de toutes. Parce qu'on est tous, alors évidemment à des degrés différents, hein, puisqu'on est tous différents, on est tous influencés et on est tous sensibilisés par le regard que les autres portent sur nous, qui influence le regard et qui impacte le regard que nous-mêmes portons sur nous-mêmes. Je sais pas si je suis très claire, bref. On va faire comme si. Alors, on m'a souvent posé la question de savoir comment j'avais démarré la magie. Comment est-ce que je me suis intéressée à ça? Comment j'ai mis le pied dedans? La vérité, c'est que je n'en ai absolument aucune idée. Je le réponds toujours, je ne sais pas. C'est quelque chose qui était en moi depuis que je suis toute petite. J'ai la trace de pas mal de rituels que j'ai faits dans mon enfance. Il faut savoir que les enfants pratiquent beaucoup des petits rituels, des petites croyances, des petites superstitions enfantines. C'est quelque chose qui est tout à fait normal et qui est tout à fait naturel parce que les enfants osent sans aucun problème, par curiosité, par sincérité, par innocence. Donc il y a pas mal de choses qu'on ose quand on est enfant et qu'on n'ose plus quand on est adulte, pas qu'en magie d'ailleurs, bien entendu. Mais en tout cas, petite, j'avais beaucoup moins enfin, le regard des autres me posait beaucoup moins de barrières, donc me gênait beaucoup moins. Et je pense que c'était valable pour l'immense majorité d'entre nous, n'est-ce pas? Cela dit, si le côté sorcier était là depuis toujours, le côté païen, lui, non. C'est quelque chose qui a émergé un petit peu plus tard, bien, tout simplement quand j'ai commencé à comprendre le concept, du divin. C'est-à-dire quand j'ai commencé à me poser des questions en voyant les gens aller à l'église, allumer des cierges, donc vers, allez, 6 ans, quelque chose comme ça. Donc comme tous les enfants, évidemment, j'ai essayé de démêler le vrai du faux. Ça, c'est un truc qu'on fait tout le temps. Quand on est enfant, on veut classer d'un côté la vérité et de l'autre le mensonge, tout simplement parce que c'est ce qu'on apprend aux enfants, qu'il y a des choses qui sont vraies et qu'il y a des choses qui sont fausses. On n'apprend pas aux enfants qu'il y a des choses qu'on ne sait pas, parce que c'est compliqué. Je le voyais beaucoup quand j'étais enseignante, ça, quand on parlait justement, quand je faisais les cours d'histoire et qu'on parlait justement de l'histoire des religions, quand on parlait des anciens paganismes, notamment chez les Gaulois, chez les Romains, etc. Donc chez les peuples qui sont au programme, parce que tous ne le sont pas. Mais les enfants me posaient souvent la question de savoir, mais ils se sont rendus compte que leur Dieu n'existait pas. Comment est-ce qu'ils en sont venus à savoir que leur Dieu n'existait pas ou que c'était pas vrai ou que c'était pas réel? Tout simplement puisque vu que c'est passé, c'est quelque chose qui a été globalement abandonné dans la pensée populaire, les enfants pensent que c'est faux. Non, quelque chose qui a été abandonné n'est pas forcément faux. Mais bref, vous avez compris. Donc, on a du mal quand on est petit à intégrer la notion de croyance personnelle, c'est-à-dire du fait qu'on peut croire en quelque chose si quelqu'un d'autre n'y croit pas. Ça, c'est quelque chose qui est très difficile. C'est la raison pour laquelle beaucoup d'enfants sont très choqués quand ils apprennent que le Père Noël n'existe pas. Alors après, je mets des guillemets, alors non pas parce que je crois qu'un bonhomme en rouge descend dans une cheminée, mais parce que je crois que le Père Noël fait partie de ce qu'on appelle un égrégore, donc une espèce d'idée forme de projection mentale qui naît d'une croyance collective et qui va impacter certaines choses, donc ce qu'on appelle le fameux esprit de Noël, hein, avec un Z. Donc vous savez, ce genre de choses-là. Donc c'est pas vraiment une non-existence, c'est pas une existence non plus, mais il y a une espèce de marge de flou autour de tout ça. Il y a quand même pas mal d'enfants qui y croient et on cultive la croyance chez eux, donc c'est pas une non-existence complète et totale, si vous voyez ce que je veux dire. Mais bref, toujours est-il que on a cette idée de vouloir chez les enfants démêler le vrai du faux. Et donc
Je partais du principe, en voyant les catholiques en particulier, que si beaucoup de gens y croyaient, si tout le monde en parlait, si la vie d'un village s'organisait autour des horaires de la messe, si même le calendrier scolaire était axé là-dessus, eh ben c'est que le Dieu des chrétiens était réel. Il devait exister. C'était celui-là, en fait. C'était voilà, c'était quelque chose qui était ancré pour moi. Euh, J'avais vraiment envie d'une voie spirituelle. J'avais envie et besoin, probablement, de croire en quelque chose. Et j'ai essayé, du coup, d'être catholique. J'ai vraiment essayé, croyez-moi. Mais bon, la mayonnaise a pas pris, hein, et je me suis sentie très, très, très hypocrite quand j'écoutais les messes. Du coup, un peu plus tard, en grandissant, j'ai lu la Bible pour essayer de comprendre. Ça a été un échec cuisant. Enfin, j'ai compris, mais justement, j'ai pas aimé ce que j'ai compris. Euh, j'ai lu les trois grands livres, hein. J'ai lu le Coran et la Torah également, bon, déjà dans le cadre de mes études, puisque j'ai travaillé en théologie aussi, et j'ai travaillé surtout en histoire de l'art médiéval, en particulier sur le bâti religieux, donc on a besoin d'une base de référence pour comprendre justement le langage historique, mais enfin ça c'est encore autre chose. Mais toujours est-il que personnellement, je me suis toujours beaucoup plus reconnue dans les récits mythologiques, sachant que mes préférés c'était bien entendu les mythes celtes. Et j'avais cette espèce de regret à l'adolescence de me dire c'est vraiment dommage que je ne sois pas née à l'âge du fer, au second âge du fer, pour pouvoir adorer les dieux gaulois. Voilà, je suis pas née à la bonne époque, zut alors. Et puis, quand j'ai été adolescente, en 1999 pour être précise, oui c'était au siècle dernier, parce que je suis une vieille personne, voyez-vous, j'ai lu une autrice locale, contemporaine, Marie Desbois pour ne pas la citer, qui se déclarait ouvertement païenne dans ses écrits et qui parlait notamment de dévotion à Cernunnos, à Bélissama, etc. Et ça a commencé à me faire réfléchir. Je me suis dit, tiens, alors je suis pas la seule à me poser ce genre de questions, je suis pas la seule à avoir ce genre d'aspiration, d'appel, etc. Et au travers de l'écrit et de l'expérience de quelqu'un d'autre, je me suis dit: «Tiens, en fait, eh ben, peut-être que moi aussi j'ai le droit de le faire». Parce que finalement, la chose que je ne m'autorisais pas, c'était le droit de le faire. Je me donnais pas l'autorisation de le faire. Je pouvais donc laisser la chrétienté qui me parlait pas de côté et aller vers une voie qui me parlait beaucoup plus. Alors, contrairement à Marie Desbois, je ne suis pas tombée dans l'anticléricalisme, donc j'ai pas fait un rejet épidermique de la chrétienté. Je ne trouve pas que les catholiques sont des abrutis qui n'ont rien compris à la vie, bien au contraire. Je pense qu'on a tous le droit de s'exprimer, on a tous le droit de croire en ce qu'on veut et que les croyances peuvent non seulement cohabiter entre elles, mais également se mélanger et s'interpénétrer. C'est pas quelque chose qui me dérange du tout. Mais en tout cas, ces écrits, donc là on est dans un ouvrage qui s'appelait Noces de sève et de vent. Alors vous ne le trouverez pas, parce que les ouvrages de Marie Desbois étant édités par une petite maison d'édition locale qui en a tiré que des exemplaires limités, vous allez peut-être les trouver d'occasion, mais à des prix monstrueux. Donc ne le cherchez pas, parce que c'est pas forcément quelque chose de fondamental, mais toujours est-il que voilà, je cite ce bouquin, parce qu'il faut rendre à César ce qui lui appartient, n'est-ce pas? En tout cas, si je vous raconte ça, c'est pas, voilà, c'est pas pour vous donner envie de lire un livre qui est pas publié, c'est pour que vous compreniez, en fait, l'absurdité du truc. Pour que je puisse enfin oser, il m'a fallu être approuvée, alors de façon inconsciente et invisible, par quelqu'un d'autre. C'est moche, quand même, quelque part. On devrait pas avoir besoin de ça. On devrait pas avoir besoin de ça, on devrait pas attendre et dépendre de la validation de qui que ce soit pour oser, en fait. Alors ça, c'est quelque chose que j'ai compris beaucoup plus tard, puisqu'on le comprend en vieillissant. Chagrin. Mais on devrait pas, en fait, se mettre de barrières, on devrait pas chercher, en fait, quelqu'un qui soit d'accord avec nous pour embrasser une croyance. T'as envie de croire en quelque chose, même si personne d'autre n'y croit, bah, pourquoi toi tu n'y croirais pas? Puisque la croyance, par définition, c'est quelque chose qui est invérifiable. C'est pas parce que une majorité de gens vont croire en quelque chose que ça va valider cette chose-là. C'est peut-être une croyance isolée qui a raison parmi les autres qui sont dans l'erreur. On n'en sait rien. Et en fait, ça n'a aucune importance de le savoir. C'est la raison pour laquelle je pense que la croyance devrait également faire partie de l'intime, c'est-à-dire faire partie du monde personnel, du monde intérieur, et qu'on ne devrait jamais
l'imposer à quelqu'un d'autre. C'est la raison pour laquelle je parle relativement peu de mes convictions personnelles sur ma chaîne ou sur mes réseaux, mes réseaux, j'ai Instagram, c'est tout, mais je parle rarement de ma voix perso, parce que je ne veux pas influencer les gens avec ça. J'ai pas envie d'imposer mon carcan, même de façon inconsciente, parce que même si c'était pas volontaire, le fait que j'ai de l'influence sur quelqu'un pourrait le pousser à vouloir croire en les mêmes choses que moi. C'est pas du tout mon but, c'est pas du tout ce que j'ai envie de faire. Je préfère rester dans l'ouverture d'esprit et rester dans la tolérance, et surtout, c'est aussi ce que je défends dans Une année en magie. D'ailleurs, dans le programme donc, que je propose tous les mois sur Patreon, si jamais ça vous intéresse, le lien est dans la bio. Mais je ne veux jamais surimposer une croyance, une spiritualité par rapport à une autre. C'est la raison pour laquelle on en explore plein, pour justement vous ouvrir à plein de choses. Et je pense que oser, c'est essentiellement un acte de solitude. C'est-à-dire que c'est accepter de sauter à l'aveugle dans un vide que du coup on ne voit pas parce qu'on est à l'aveugle, mais qui nous appelle avec une telle force que si on l'ignore, ça devient douloureux en fait. On ne doit pas se refuser des choses. Donc si vous voulez travailler sur ce pilier, travailler sur le pilier oser, une chose qui peut être intéressante de faire, c'est de le mettre par écrit tout ça. C'est-à-dire de prendre, alors vous pouvez prendre un carnet, vous pouvez prendre votre journal, si jamais vous avez un livre des ombres que vous utilisez dans ce but-là, pourquoi pas le prendre. Notez les choses que vous vous interdisez par absence de validation. Notez ce qui vous retient, ce qui vous empêche de le faire, pourquoi cette validation vous semble importante. Relisez-vous, peut-être un peu plus tard, laissez-le maturer tranquillement, et voyez en fait comme toutes ces raisons qui vous retiennent n'ont pas de raison d'être, sont futiles et sont inutiles. Rayez tout ça et osez, parce qu'en fait vous en avez le droit, puisque c'est vous et vous seul qui avez le pouvoir de faire ça. Voilà. C'est très philosophique tout ça. Deuxième pilier, vouloir. Alors celui-là, généralement on en entend beaucoup parler. Autant oser, généralement on en entend relativement peu parler, parce que, et d'ailleurs c'est un truc sur lequel on m'interroge très souvent, il y a pas mal de gens qui me posent souvent la question de dire comment, j'aimerais me lancer dans la magie, mais j'ai peur, mais j'ose pas, mais je suis pas sûre, mais si, mais ça, tu aimerais te lancer, lance-toi, c'est tout. Voilà. Il y a juste cette réponse-là à faire, il n'y a pas besoin de chercher plus loin. Et si ça vous convient pas, vous faites machine arrière. On entend souvent qu'une fois qu'on a le pied dans la magie, on ne peut plus jamais en sortir. C'est faux, c'est faux, c'est faux. On peut toujours faire machine arrière. Toujours. Dans toutes les décisions qu'on prend dans la vie, le point de non-retour, il est quand même relativement rare. Bon, il existe dans certains cas, pas là. Si tu vois que la voie magique ne te convient pas, marche arrière ou demi-tour. Faites demi-tour dès que possible, en toute sécurité bien entendu, cherche un rond-point peut-être, mais non, il n'y a pas de souci, donc testez des choses, autorisez-vous des trucs. Donc, deuxième, vouloir. Celui-là, on en entend beaucoup parler, puisque on nous dit que le carburant de toutes nos opérations de pratique, c'est la volonté. Et c'est vrai, dans un sens. On va dire que si on veut faire une analogie, je fais souvent une analogie entre la magie et la conduite automobile. Vous le savez, c'est un truc qui me plaît bien. Ou la cuisine, mais là on va parler conduite automobile. On va dire que oser, c'est le moment où on met la clé sur le contact et où on tourne pour mettre le contact et démarrer le moteur. Vouloir, eh bien, c'est le gasoil ou l'essence qu'on met dans le réservoir. Donc c'est cette volonté, cette force ferme, inébranlable, qui va faire qu'on va pouvoir avancer. Parce que sinon, on a beau mettre le contact, et bien si on n'a pas le carburant derrière pour nourrir tout ça, et ben on n'avance pas. Voilà, j'ai des connaissances automobiles qui sont extrêmement limitées, mais ça au moins je le sais. Vous voyez. Donc on va pas... pour ça que je vais peut-être pas forcément m'attarder très longtemps dessus, je dis peut-être parce que je me connais, je suis en roue libre et que je risque de digresser, mais en tout cas il y a pas mal de publications, d'ailleurs que ce soit en magie, en psychologie, en développement personnel, en Ayurveda, en plein de trucs en A, on vous le dit tout le temps. C'est le plus évident en fait, c'est vraiment le truc qui nous dit que pour qu'une chose se produise, il faut qu'on veuille qu'elle se produise. Alors évidemment, ça ne suffit pas, mais c'est le point de départ. On vous en rebat les oreilles quand vous pratiquez, quand vous jetez un sort, quand vous tissez un charme, quand vous accomplissez un rituel. Il faut que vous exprimiez et que vous exerciez votre volonté. D'ailleurs, on vous dit souvent que c'est le seul outil dont vous avez besoin. Bon, personnellement, je suis assez d'accord avec ça, mais je trouve que les choses sont quand même un peu moins simples que ça.
Alors, vouloir, c'est bien, mais ça peut se heurter à pas mal de barrières. Notamment tout ce qui va être peur, tout ce qui va être doute, tout ce qui va être manque de confiance en soi, exactement comme oser. Mais aussi face à ce qui est, à mon avis, le pire écueil dans notre voie, c'est l'illusion. Alors, on est des êtres humains, hein. On est les champions du monde pour nous auto-persuader qu'on veut quelque chose, voire même qu'on en a besoin, alors que c'est pas le cas. Euh, donc ça, c'est quelque chose dont on a beaucoup beaucoup parlé, notamment dans Une année en magie d'ailleurs, mais j'en ai aussi parlé là-dessus. Bien souvent, quand on désire quelque chose, c'est pas forcément pour une bonne raison et c'est souvent pas forcément ce dont on a besoin. Euh, Par exemple, ça c'est un truc qu'on retrouve beaucoup beaucoup en magie d'amour. Si on fait un rituel d'amour parce que on a besoin d'avoir un ou une partenaire avec soi, eh bien c'est une illusion. On n'a pas besoin d'avoir un ou une partenaire avec soi. Non, c'est pas un besoin. Ce qu'il nous faut, ce dont on a besoin, c'est la validation de l'idée selon laquelle on mérite d'être aimé. C'est un peu pervers, oui, oui. Par conséquent, on a besoin essentiellement d'estime de soi, en fait, plus que de la présence de quelqu'un d'autre. Donc, quand on est dans ce genre de cas, moi je conseille assez souvent de laisser tomber l'idée du sort d'amour et d'opter plutôt pour un sortilège d'auto-guérison et d'amour de soi. Ça marche mieux en général. Alors évidemment, l'amour c'est cool, l'amour c'est chouette, avoir un ou une partenaire c'est génial, mais c'est pas forcément un besoin vital et c'est surtout pas quelque chose qui va nous guérir. C'est-à-dire partir du principe qu'être en couple avec quelqu'un, ça va résoudre les problèmes, c'est mettre une charge sur cette personne qui est absolument écrasante et qui est extrêmement malsaine. Déjà parce que vous allez rien lui laisser passer, parce que la moindre contrariété, vous allez vous sentir trahi et que vous allez saborder votre relation comme c'est pas possible. C'est très mal tourné. Visualisez les pirates dans Astérix qui auto-sabordent leur navire et vous aurez une petite idée. Mais aussi et surtout parce que vous allez vous perdre dans l'autre et ça, c'est pas une bonne idée. Faire dépendre son bonheur de quelqu'un d'autre, c'est le meilleur moyen de s'en prendre plein les dents. On va être très clair. Donc oui, l'amour c'est cool, l'amour c'est chouette, mais il faut y mettre du sien aussi. Il faut surtout ne pas attendre de l'autre que l'autre nous guérisse. Il faut attendre de l'autre qu'il nous soutienne pendant qu'on se guérit nous-mêmes. Voilà. Bref, petite parenthèse fermée, je ne suis pas censée parler de ça, mais vous avez compris l'idée. En tout cas, c'est la raison pour laquelle il y a pas mal de sortilèges qui tournent mal ou qui échouent, parce qu'on ne sait pas aligner véritablement ce que l'on veut vraiment avec ce que l'on croit vouloir, ce dont on a besoin avec ce qu'on désire, et ce sont deux choses qui sont souvent différentes. Donc dans le meilleur des cas, ça tombe à plat et ça marche pas, et on va s'enfermer dans un cercle frustrant, c'est-à-dire soit on recommence inlassablement à jeter des sortilèges, soit on recommence à tirer les cartes sur la même question jusqu'à ce qu'on ait ce qu'on veut, et on va s'enfermer là-dedans, soit on va perdre la foi. Et c'est dommage de perdre la foi simplement parce qu'on a mal formulé les choses, tout simplement. Donc ça c'est un écueil possible. Alors un autre écueil possible, et qui est un peu plus dramatique, c'est que ce que l'on fait fonctionne, que ça nous apporte ce qu'on a demandé, mais qu'au final, le résultat ne soit pas celui dont on avait besoin. C'est-à-dire que dans votre cas, dans le cas précédent du sortilège d'amour, qu'on trouve un partenaire, une partenaire, et que, eh bien, ils nous guérissent absolument pas de nos complexes et qu'au contraire, eh bien, le fait qu'ils ne nous aident pas à nous sentir mieux, bien malgré lui, ça creuse encore plus nos insécurités, ça nous fasse nous sentir encore plus mal et ça nous fasse, comme je vous l'ai dit, saborder la relation qui aurait pu être une belle relation si on n'y avait pas mis toute cette charge-là. Donc, il y a un autre mantra que j'ajoute toujours au pilier vouloir, c'est faites attention à ce que vous souhaitez, ça pourrait bien se réaliser. Et ça, j'y adhère plutôt pas mal. Donc, il ne faut pas s'enfoncer là-dedans, puisque c'est le chemin vers la frustration qui peut nous mener justement à un cercle vicieux duquel il sera assez difficile de sortir. Bref. Pour travailler sur ce pilier, bon, globalement, c'est quelque chose que vous allez retrouver assez facilement dans la plupart des livres, mais une chose que je peux vous conseiller de faire, c'est de reprendre l'écrit, de revenir sur la dernière pratique que vous avez effectuée et qui a raté. Donc que ce soit un charme, une divination, un sortilège, une méditation, ce que vous voulez. Donc décrivez ce qui s'est passé, décrivez ce que vous aviez demandé, décrivez ce que vous avez reçu,
et les différentes voies qui vous ont mené à accomplir ce travail-là. De quoi est-ce que vous pensiez avoir besoin? Et maintenant, avec le recul, qu'est-ce que vous en pensez? Pourquoi est-ce que ça a mal tourné? De quoi vous avez vraiment besoin, en fait, honnêtement, profondément? Et qu'est-ce que vous pourriez faire à la place pour que votre volonté soit plus en adéquation avec vos besoins et non pas avec vos désirs? Et une fois que vous avez ça, recommencez. Troisième pilier, mon préféré, savoir. Alors, mon préféré parce que je trouve que contrairement aux deux précédents, qui peuvent être extrêmement frustrants, le pilier du savoir ne l'est jamais. C'est un pilier qui nourrit, c'est un pilier qui remplit, c'est le pilier de l'étude, de l'apprentissage, de l'accroissement des connaissances, des savoirs, des savoir-faire. Alors, je sais qu'il y en a plein qui le trouvent pénible, qui le trouvent ennuyeux, parce que ça demande du travail, parce que ça demande de la lecture, de l'expérimentation, de l'analyse, de la synthèse, de l'erreur aussi de temps en temps, mais c'est chouette l'erreur. Faut compiler des données, faut faire des recherches, faut lire, faut critiquer, faut exercer sa pensée, son libre arbitre, faut confronter des idées parfois très différentes, faut trancher, faut choisir, faut mélanger, bref, ça n'a pas de fin. Ça n'a pas de fin, une fois qu'on l'a ouvert, c'est un puits sans fond, puisque chaque porte va ouvrir sur une autre, sur une autre, sur une autre. Ça nous pousse, ça nous entraîne, quelquefois ça nous égare, ça nous étonne, mais en tout cas, ça nous développe. Quoi qu'il en soit, ça nous fait grandir. Et j'ai toujours pensé que c'est le seul pilier dans lequel on ne se fait jamais de mal. Même si on se trompe, parce qu'on ne sort jamais diminué d'un apprentissage. Même si cet apprentissage a été amer. Même si sur le coup il a été difficile, sur le long terme, on se rend compte qu'on a toujours quelque chose à en ressortir. Même les échecs, oui. Les échecs sont très formateurs. Si on sort de la frustration, de la déception, on va se demander ce que ce raté a pu nous apprendre, et on va se rendre compte que très souvent, on apprend bien plus facilement et bien plus favorablement de nos erreurs que de nos réussites. Pensez à un enfant qui apprend à marcher. Si l'enfant savait marcher tout de suite, si l'enfant était tout de suite capable de mettre un pied devant l'autre correctement et de marcher parfaitement, est-ce qu'il aurait compris la vraie technique de la marche? C'est-à-dire si à un moment, tu ne te rends pas compte que si tu croises les pieds, ils vont se heurter et te faire tomber, qu'est-ce qui fait qu'après, tu ne croiseras pas les pieds? Qu'est-ce qui fait qu'après, une fois que tu marcheras, tu n'auras pas ce réflexe de te dire « Ah non, il ne faut pas que je croise mes pieds ». Je suis désolée, j'ai oublié d'éteindre mon téléphone. C'est pas bien. Vilaine. Voilà, qu'est-ce qui fait que qu'on va acquérir la technique de la marche? Eh bien, c'est d'avoir croisé les pieds, de s'être entravé et d'être tombé. C'est ce qui fait qu'on ne va pas réitérer la même erreur. Donc, c'est quelque chose qui peut être très intéressant et qui peut être très formateur. Et ça, on ne peut l'acquérir que par l'enchaînement essai-erreur, qui va permettre d'éliminer les techniques qui ne fonctionnent pas pour conserver que celles qui marchent, tout simplement, au sens propre et au figuré. Et ça marche aussi pour la théorie, ça marche aussi pour les connaissances, pour les savoirs. Quand on est déçu par un bouquin, quand on est déçu par une source, une émission, un auteur, une autrice, etc., quand on découvre que ça fonctionne pas ou que les choses qui sont décrites par la personne en face sont erronées ou ne nous conviennent pas, c'est formateur, c'est pas du temps perdu. J'avais raconté, je crois, alors je ne sais plus si c'était sur cette chaîne ou si c'était dans une vidéo pour Une année en magie, que quand je suis arrivée en archéologie médiévale, donc qui était la voie que je voulais faire, j'étais très enthousiaste, mon formateur, enfin mon maître de... Bref, prof, alors c'était pas un prof, bref, vous avez compris, nous avait dit, nous avait demandé si on avait lu des livres sur le sujet, si on avait visité des châteaux, si on avait visité des endroits, des sites, si on avait abordé des notions à l'école. Et moi, j'étais très contente parce que les livres dont il parlait, les sites qu'il nous décrivait, je les avais tous lus, tous visités, tous... J'étais bien, bien ravie. Et il avait dit bon, tout ce que vous croyez savoir, c'est des conneries. Donc oubliez-moi cette merde et repartons à zéro. Voilà. Donc tu arrives avec une batterie de connaissances qu'il va falloir balancer à la poubelle allègrement pour les remplacer par d'autres. C'est pas forcément un processus qui est facile. La chute
La chute a été rude, hein, honnêtement. C'était compliqué. Et pourtant, le fait d'avoir appris toutes ces choses inutiles et erronées avant, eh bien, ça m'a appris à exercer un esprit critique, à repérer beaucoup plus facilement par la suite le vrai du faux. J'ai compris pourquoi on m'avait raconté ces choses-là, j'ai compris pourquoi on m'avait enseigné ces choses, j'ai compris d'où venaient les erreurs, et ça m'a rendue beaucoup plus vigilante vis-à-vis de mes lectures ultérieures. Donc c'est quand même quelque chose qui est important, et aujourd'hui j'ai aucun mal à remettre en question, à déconstruire, à critiquer, à analyser, à croiser les sources, parce que c'est quelque chose que j'ai appris à faire dans la douleur sur le coup, mais qui au final s'est avéré être extrêmement salvateur. Et maintenant, c'est quelque chose que j'adore faire. J'adore me planter parce que bah, ça montre que j'ai encore plein de choses à apprendre, que j'ai des connaissances à acquérir, et je trouve que c'est une motivation de ouf. Voilà, tout simplement. Donc, trompez-vous. Alors, pour exercer ce pilier-là, eh ben, choisissez un sujet qui vous attire, qui vous intéresse, que vous maîtrisez pas ou peu. Euh, et prenez le temps de faire de vraies recherches. De vraies recherches. Donc, allez lire des articles sur Internet en vérifiant les sources, consultez des bouquins. Là encore, pensez aux libraires et aux bibliothécaires, faites-leur des cœurs patates avec les doigts parce que ce sont des gens merveilleux. Posez des questions, visitez des musées, des expos, des choses comme ça. Rassemblez plein de données. Même si c'est contradictoire, compilez-les quand même en notant les sources à chaque fois. Et plus vous allez avancer, plus vous allez être capable de croiser ces sources et de discerner le vrai du faux. Plus vous allez être capable d'exercer ce regard et cet esprit critique. Donc, ne vous dites pas que certaines sources vous sont inaccessibles parce qu'elles sont difficiles d'accès, parce qu'elles peuvent être ennuyeuses ou austères, comme Francis. Je me lasserai jamais de cette blague. Mais ne vous refusez rien, vous êtes capable. Vous êtes tout à fait capable de comprendre et vous êtes tout à fait capable d'apprendre. Donc rien n'est inaccessible pour vous. Donc donnez-vous le temps. Donnez-vous les moyens de le faire. Il vous faudra peut-être 1 mois, 12, 27, une vie entière, whatever. Mais dressez une synthèse de tout ça et compilez tout ça dans votre journal, dans votre livre des ombres, etc. Et vous allez voir à quel point votre savoir va avoir grandi et votre manière de l'aborder aussi. 4e point, qui est à mon sens le plus important de tous, le plus fondamental et le moins respecté, se taire. C'est pour ça que je le mets en dernier, hein, c'est le last but not least de tout ça, surtout aujourd'hui. Aujourd'hui, on lui marche dessus à ce pilier à l'ère des réseaux sociaux où on étale allègrement notre vie, telle de la confiture sur une tartine, n'est-ce pas? Pourquoi je crie? Je ne sais pas pourquoi je prends cet accent, je n'en sais rien, vous avez compris. On étale notre vie, nos convictions, nos croyances à la face du monde. On ne sait même pas pourquoi on le fait, on le fait. Est-ce que c'est par une volonté de reconnaissance, d'affirmation de soi via l'approbation des autres, hein, on revoit le oser. Est-ce que c'est par orgueil, par égocentrisme, par manque de confiance en soi, par le fait qu'on ait des peurs et des craintes, des doutes, et qu'on cherche une validation extérieure pour les surmonter? Est-ce qu'on a besoin d'être vu, tout simplement? Est-ce qu'on a besoin d'être remarqué, d'être admiré, de se sentir validé, légitimé? Je ne sais pas si ça se dit légitimé, vous avez compris. Bref, il y a plein de motivations possibles et imaginables, mais je pense qu'elles ont toutes le même travers, c'est qu'elles nous laminent le moral, littéralement. Je vois beaucoup de gens qui passent énormément de temps à se comparer aux autres sur les réseaux sociaux, à trouver que les autres ont une meilleure pratique, beaucoup plus classe, beaucoup plus intensive, beaucoup plus, beaucoup plus mieux. Et c'est faux. C'est faux. C'est faux. C'est complètement faux. Puisque l'effet pervers de tout ça et des réseaux sociaux, c'est qu'on ne montre que ce qu'on a envie de montrer. Et c'est souvent pas la vérité, ou en tout cas ce n'en est qu'une portion. Moi par exemple, ce que je montre sur les réseaux, c'est vrai, mais c'est qu'une petite partie. C'est la partie émergée de l'iceberg. Il y a plein de choses en dessous que vous ne voyez pas, que vous n'avez pas besoin de voir, que vous n'avez pas envie de voir et que je n'ai pas envie que vous voyez. Et c'est tout à fait normal. Donc il en va de même pour les autres également. Il faut savoir que ce pilier, se taire, ça a longtemps été une constante, vitale dans le domaine de la sorcellerie. Vous pensez bien que si Instagram avait existé au XVe siècle, on aurait été beaucoup moins à mettre le hashtag Witches of Instagram, hein, parce que bon,
Mettons que je mette un post en 1486, un selfie balai baguette chaudron, hem, ça aurait été relativement mal reçu, on est bien d'accord. Heu, alors évidemment, le fait alors attention, hein, petite parenthèse, les personnes qui ont été brûlées, pendues, écrasées, écartelées, séquestrées, excommuniées, plein de trucs en haie pour sorcellerie, n'étaient pas des sorciers et des sorcières. On est bien d'accord. Petite parenthèse, faut déconstruire. Ça, c'est un truc à déconstruire justement si vous voulez vous plonger là-dedans dans le pilier savoir. Plongez-vous sur la chasse aux sorcières. Je le mets au féminin parce que bon, il faut bien reconnaître que là, le féminin l'a emporté sur le masculin de manière écrasante. Mais il y a plein de clichés qui sont à démolir là-dedans. Si jamais ça vous intéresse, d'ailleurs, je vous mettrai en barre d'infos. J'avais fait des gros dossiers là-dessus. J'en ai fait 3 dans une année en magie. Et on a débunké pas mal d'idées reçues. Je vous les mettrai si vous avez envie de les retrouver. Bref, parenthèse fermée. Mais en tout cas, même si on ne pratiquait pas la magie, le silence et la discrétion étaient quand même garantes d'une certaine sécurité. Il valait mieux ne pas se faire remarquer. Il faut savoir aussi qu'en magie, le silence, en particulier dans la magie moderne et contemporaine, est aussi une garante de l'efficacité. Certains charmes, certains rituels valent mieux rester dans le silence plutôt que d'être portés au public. Par exemple, si on affirme à quelqu'un qu'on lui a lancé une malédiction, ne le faites pas. Ah, on est bien d'accord, c'est pour l'exemple, hein, ne le faites pas. Si vous allez dire à quelqu'un que vous l'avez maudit et que cette personne s'en persuade, il va risquer d'influencer lui-même sur son propre sort en se persuadant qu'il attire la malchance. Donc tout ce qui va lui arriver de négatif, il va l'imputer à ce fameux mauvais sort et il va vivre dans un tel stress qu'il ne verra plus le positif et qu'il n'y laissera plus la place. C'est la même chose quand on se dit j'ai pas de chance. En se disant j'ai pas de chance, eh bien on s'auto-persuade qu'on n'a pas de chance, on se prépare à l'échec, ou quand on est dans l'auto-sabotage, c'est-à-dire qu'on est dans cette démarche où on se persuade que quelque chose va échouer, je vais pas y arriver, je suis pas assez douée, je suis pas assez fort, je suis pas assez intelligente, je ne suis pas assez ci, pas assez ça, on a beaucoup plus de chances de se planter que si on y va la fleur au fusil, on est d'accord. Donc on pourra jamais du coup savoir avec certitude si le malheur qui arrive à la personne à qui on a dit je te maudis est dû effectivement à la malédiction qu'on a lancée ou à son propre processus d'auto-sabotage, n'est-ce pas? Par contre, si on lui dit rien, wait and see, mais ne le faites pas. C'est pas sain. Autre problème, c'est la jalousie. Le fameux mauvais œil. C'est-à-dire que la jalousie des autres, face à ce qu'on étale sur la pratique, peut poser un problème. On va s'attirer un certain ressentiment, notamment des personnes qui peuvent avoir un avis différent d'une autre, mais qui, pour des raisons, pour les raisons qu'on a déjà évoquées, veulent absolument avoir raison et ne pas voir les autres penser différemment d'elles pour se sentir légitimes. Mais aussi les gens qui vont vivre leur spiritualité d'une autre manière. On retrouve souvent d'ailleurs des bisbilles entre les adeptes d'un même dieu, mais de voix différentes. Chacun va dire que c'est lui qui a la bonne méthode et pas l'autre, puisque en fait, sinon, ça veut dire que le dieu risque d'en favoriser un par rapport à l'autre. C'est hyper malsain comme chose. Mais, ou alors, ils vont avoir une vie qu'ils vont estimer plus correcte et plus légitime. Donc, c'est ceux qui viennent vous expliquer par A plus B que vous n'avez rien compris à la vie et que vous devriez vous taire, vous devriez arrêter d'avoir l'eau courante chez vous et l'électricité, et vous devriez mourir de honte dans un geyser de sang. Ou encore pire, de ceux qui vont estimer que vous avez une vie qui est bien plus cool que la leur et qui trouvent ça inadmissible. Ça, c'est de l'envie, c'est pas de la jalousie, mais vous avez compris. Donc, on peut facilement imaginer, du coup, si on part du principe qu'on dégage tous, consciemment ou non, de l'énergie, qu'on risque de s'attirer des mauvaises ondes au quotidien en postant des photos de nos rituels et de notre travail magique sur les réseaux sociaux. C'est le principe du mauvais œil, ce fameux maléfice, entre guillemets, que l'on lançait par envie en jetant un regard désapprobateur sur quelqu'un ou sur quelque chose.
on y croit ou on n'y croit pas, mais généralement quand on est dans une voie spirituelle et que l'on prend en compte l'impact de l'énergie des autres sur soi, eh bien, on peut quand même y accorder une certaine importance. Alors pourquoi est-ce qu'on fait ça du coup? Pourquoi est-ce qu'on a conscience de ça, mais qu'on se montre quand même? Alors je pense qu'il y a 2 raisons, une qui est assez vertueuse et l'autre, dont on a parlé, qui l'est beaucoup moins. Alors la vertueuse, je pense que c'est cette volonté, de partager en fait, de créer une sorte d'émulation, de contact avec notre peuple, nos semblables, parce qu'on a beau être des introvertis, on a beau aimer notre petite solitude, partir s'isoler et cetera, ben, parler de nos convictions, parler de nos croyances et de nos expériences, c'est quand même super sympa, on va pas se mentir. Et c'est aussi utile parce qu'on apprend beaucoup au contact des autres. S'isoler, rester caché, oui, c'est bien, mais on n'avance pas forcément bien au niveau du pilier justement savoir et c'est dommage du coup de passer à côté d'échanges qui pourraient être plutôt sympas. Du coup, il faut pas non plus se dire: «Je ne montre plus rien, je reste cloîtré dans mon coin». Je pense que le «secret» entre guillemets, ça va être surtout de trouver un équilibre qui va être sain. Donc pas tomber dans les écueils qui nous guettent, si on est dans l'étalage juste pour être validé par les autres, mais plutôt faire un choix. Alors certes, l'inquisition n'existe plus en théorie, on n'a pas de raison, de se cacher, mais on n'a pas non plus de raison d'aller gambader à poil, dans la campagne pour se montrer. Donc, disons qu'il va falloir coupler ce pilier-là avec d'autres, d'autres attitudes comme la pudeur, la prudence, la pondération, l'humilité, bref. Alors évidemment, on n'est pas forcément, dans l'idée de se retirer complètement, mais je pense qu'on devrait traiter notre spiritualité exactement comme on traite notre corps, en ne l'exposant jamais d'une manière qui puisse le mettre en danger. Vous n'allez pas aller sous un soleil brûlant, nu comme un verre, sans la moindre protection, alors que vous êtes pâle comme un cachet. Vous m'imaginez, moi, non, ça marche pas. Vous allez peut-être pas poster des photos de vous complètement nus au moment de votre douche ou quand vous êtes sur les toilettes, parce que vous êtes en moment de vulnérabilité. Alors, je ne dis pas qu'il ne faut pas poster de photos de soi nu. Si c'est quelque chose qui est totalement assumé et qui est dans une démarche qui peut aider, il n'y a aucun souci. Mais généralement, la plupart d'entre nous, on ne va pas aller se montrer à poil sur les réseaux. C'est pas le but. Et bien avec votre spiritualité, faites la même chose. Si vous êtes présent sur des réseaux ésotériques, du coup, jetez un œil à ce que vous publiez et demandez-vous si ce que vous postez va respecter cette sécurité. Regardez ce que vous montrez, par exemple vos outils, les aspects de votre spiritualité, est-ce que votre hôtel est ce qui est dessus, vos tirages, vos livres, enfin je parle des livres que vous écrivez, donc livres des ombres, grimoire, journal, etc. Est-ce que vous avez vraiment envie de partager tout ça? Est-ce que ça vous paraît trop? Est-ce que ça vous paraît juste? Si ça vous paraît trop, est-ce que vous pourriez faire des ajustements pour envisager de ne pas vous priver du partage, tout en préservant une certaine sphère privée? Moi, par exemple, je sais que je publierai jamais l'intérieur de mon grimoire ou de mon livre des ombres, et que quand je poste des photos de mon hôtel, j'enlève les choses que je n'ai pas envie de montrer dessus. Donc les photos de mon hôtel que je montre, c'est pas mon hôtel tel qu'il est en permanence, c'est tel qu'il est au moment où j'ai envie de le montrer. Et j'enlève ce que je ne veux pas montrer. Donc, voyez les choses que vous pouvez mettre, c'est pas du mensonge, c'est de la préservation. Quand vous portez des vêtements, vous ne mentez pas au monde en cachant votre corps, vous le mettez à l'abri. Quand vous mettez de l'écran total, vous ne mentez pas au soleil, vous mettez votre corps à l'abri. C'est la même chose, mettez-vous un écran total spirituel. Si jamais vous n'utilisez pas les réseaux sociaux, ou en tout cas pas sous votre visage ésotérique, spirituel, etc., réfléchissez quand même sur l'idée du lâcher-prise et de la loi du silence dans votre pratique. Est-ce que vous parlez de vos pratiques? Et de quelle façon vous le faites? Pensez-y et demandez-vous si vous êtes à l'aise avec la façon dont vous partagez sur ce sujet. Est-ce que des fois vous avez le sentiment d'en dire trop? Est-ce que ça peut vous nuire? Et si vous en parlez pas, au contraire, est-ce que ça vous isole? Est-ce que ça vous manque? Donc, essayez de peser les plus et les moins, les pour et les contre. Voyez d'un côté ce que vous partagez et de l'autre ce que vous aimeriez partager. Et puis, voyez ce que vous taisez et voyez ce que vous aimeriez taire d'autre part. Donc, essayez de comparer ces deux pôles, voyez si c'est cohérent et sinon, qu'est-ce que vous pourriez faire pour que ça le devienne? Et enfin, demandez-vous, quelle est la véritable utilité
et quel est le véritable sens profond du silence? Qu'est-ce que vous mettez derrière ce terme-là? Bref, vous avez compris, ce sont des piliers sur lesquels on a pas mal de pistes de réflexion. C'est la raison pour laquelle cette vidéo est un petit peu longue, hein. On en est à 3/4 d'heure déjà de blablatage. Alors je sais qu'il y a la team 40 minutes qui va être au taquet et que les autres sont déjà en train de sortir les poupées vaudou pour me piquer dans la bouche. J'ai une dentition remarquable, vous ne pouvez rien contre moi. Bref, travaillez un petit peu là-dessus. Voulez oser, taisez vos savoirs, si besoin est. Osez vouloir, sachez vous taire. Osez savoir, voulez vous taire, sachez oser, taisez ce que vous voulez savoir, osez vous taire, sachez ce que vous voulez, taisez ce que vous osez. Bref, trouvez votre voie, prenez soin de vous, et surtout, plus que jamais, restez magique, certes. J'espère que cette vidéo vous aura plu en tout cas. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui laisser un petit j'aime, un petit commentaire ou à la partager autour de vous si vous pensez qu'elle pourrait plaire à quelqu'un. Ça joue beaucoup pour le référencement et c'est très important parce qu'en ce moment, c'est un petit peu difficile sur YouTube. Donc n'hésitez pas, manifestez-vous. Si jamais vous voulez me soutenir, n'oubliez pas que vous pouvez me laisser un petit pourboire sur Ko-fi ou carrément rejoindre le programme Une année en magie sur Patreon où tous les mois je vous propose un livret d'une centaine de pages plus 4 vidéos supplémentaires pour encore plus de mois tous les mois si vous ne vous en lassez pas avant moi. D'ici la prochaine vidéo, prenez un grand soin de vous et surtout je vous le redis parce qu'on le dit jamais assez, restez magique. À très vite, bye!